Bonjour mes chers, bienvenue à notre cours d'aujourd'hui concernant les micro-organismes, ce qu'on appelle les microbes. Les microbes sont caractérisés par les trois propriétés des êtres vivants qui sont la nutrition, la respiration et la multiplication. Ils sont donc des êtres vivants, mais invisibles à l'œil nu, à cause de leur petite taille. On peut les observer avec le microscope, soit le microscope optique, comme vous voyez ici, ou bien le microscope électronique. Alors, d'où viennent ces micro-organismes? Vous savez que les animaux pourrissent très vite s'ils ne sont pas conservés dans les boîtes de conserve ou dans le réfrigérateur, car les microbes de l'air tombent sur ces aliments et lorsqu'ils trouvent les conditions favorables, c'est-à-dire les nutriments et la température, ils commencent à se multiplier et se développer pour constituer des millions de micro-organismes. On peut voir à l'œil nu ces millions de micro-organismes se forment de moisissures, par exemple, comme les moisissures du pain, des fruits, etc. Si on prélève ou bien si on prend un échantillon de ces moisissures, on l'observe par le microscope optique, on peut observer des millions de microbes. On conclut donc que l'air contient des micro-organismes. Si on prélève une goutte d'eau prise de la surface d'un lac par exemple et on l'observe par le microscope optique, on peut observer des millions de micro-organismes unicellulaires qui sont mobiles. On conclut donc que l'eau non potable contient des micro-organismes. C'est pour ça qu'il est déconseillé de boire l'eau non potable comme les eaux de ruisseau, des puits, etc. On peut trouver aussi des micro-organismes au niveau des racines de certains végétaux. On conclut que le sol contient aussi des micro-organismes. Les micro-organismes peuvent exister aussi dans les organes de notre corps, comme les intestins, la peau, la bouche, etc. Donc, on peut trouver les micro-organismes dans notre environnement, dans tous les milieux, dans l'air, dans l'eau, en suspension dans le sol, sur les animaux et sur certains êtres vivants. Alors, quelles sont les différentes sortes de micro-organismes? En effet, on classe les micro-organismes selon leur structure anatomique et biologique en quatre classes. Les protozoaires, les bactéries, les champignons microscopiques et les virus. On commence par les protozoaires. Ce sont des êtres vivants microscopiques unicellulaires car ils sont constitués d'une seule cellule. Cette cellule est une cellule animale avec un noyau parfait. C'est pour ça qu'ils sont considérés comme des animaux unicellulaires. Leur taille est généralement plus grande que celle des autres micro-organismes. Ils sont mobiles dans l'eau avec des structures de déplacement comme les cils chez la paramécie, les pseudopodes chez les lamibes et les flagelles. Les bactéries. Ce sont des êtres vivants microscopiques et unicellulaires. Ils sont constitués d'une seule cellule mais sans noyau, car la structure de leur noyau est incomplète à cause de l'absence de la membrane nucléique. De formes variées. On peut trouver des bactéries sous forme de bacilles, c'est-à-dire sous forme de bâtonnets, ou sous forme de coques, comme les microcoques qui sont des coques séparées, streptocoques qui sont des coques regroupées en chaîne, staphylocoques, c'est-à-dire des coques regroupées sous forme de grappes, etc. On peut trouver aussi des bactéries sous forme vibrillante, comme les spiriles. Les champignons microscopiques, ce sont des végétaux, car ils sont constitués des cellules végétales, sous forme de filaments microscopiques. Certains champignons sont pathogènes, car ils déclenchent des maladies infectieuses, comme les moisissures et les dermatophytes. D'autres sont utiles, comme les levures et le pénicillium. Il existe des micro-organismes qui sont utilisés par l'homme dans différents domaines. Comme le domaine alimentaire par exemple, l'homme utilise la levure du pain pour préparer le pain par exemple. Dans le domaine pharmaceutique, il utilise le pénicillium pour préparer la pénicilline, etc. Et donc, il existe plusieurs domaines, comme le domaine aussi écologique, le domaine agrel. Les virus.
ce sont les plus petits des micro-organismes. Ils ne sont visibles qu'avec un microscope électronique, pas comme les autres micro-organismes, c'est-à-dire les champignons microscopiques, les protozoaires et les bactéries. On peut les observer avec le microscope optique. Mais les virus ils ne sont visibles qu'avec un microscope électronique. Ils sont toujours parasites car ils ne peuvent se multiplier qu'à l'intérieur des cellules vivantes appelées cellules hôtes, comme l'Ebola, H1N1, VIH et le virus d'aujourd'hui, Corona. Alors, quelles sont les propriétés responsables de leur pathogénicité? La première propriété pathologique des micro-organismes, c'est la multiplication rapide. Pour mieux comprendre cette propriété, on prend l'exemple de la multiplication chez des bactéries. On met des bactéries dans un milieu nutritif sous une température convenable, environ 25 degrés Celsius. Et après quelques heures, on observe la multiplication rapide de ces bactéries, c'est-à-dire on observe une augmentation du nombre des bactéries en fonction de temps. On conclut donc qu'une fois dans l'organisme, les micro-organismes trouvent les conditions favorables pour leur développement, c'est-à-dire les nutriments et la température du corps, ils commencent à se multiplier de manière très rapide. Les micro-organismes se multiplient de différentes façons. Les protozoaires et les bactéries se multiplient par la division cellulaire et se doublèrent après chaque division. Par exemple, une bactérie dans des conditions favorables, elle se divise chaque 20 minutes et engendre deux bactéries. Et au bout de 24 heures, elle engendre des millions de bactéries. On parle ici de la multiplication rapide des bactéries. Même chose pour les protozoaires. Ils se multiplient aussi par la division cellulaire. Certains champignons, comme les moisissures, se multiplient par sporulation, c'est-à-dire ils libèrent des spores qui se disséminent et germent lorsqu'ils trouvent les conditions favorables pour donner de nouvelles colonies de champignons. D'autres champignons microscopiques comme les levures se multiplient par bourgeonnement. Les bourgeons se détachent de la levure mère en donnant par la suite des levures mûres. Les virus se caractérisent par une multiplication spécifique. Ils ne se développent qu'à l'intérieur des cellules vivantes appelées cellules hôtes. Cette multiplication se fait par les étapes suivantes. La première étape, c'est la fixation du virus sur la membrane cytoplasmique de la cellule. La deuxième étape, c'est la pénétration du virus à l'intérieur de la cellule vivante. Troisième étape, c'est l'injection de son matériel génétique à l'intérieur du noyau de la cellule. Quatrième étape, la cellule devient productrice de plusieurs cellules. Cinquième étape, la cellule s'éclate et libère plusieurs cellules qui vont contaminer d'autres cellules. Alors, comme conclusion, les protozoaires et les bactéries se multiplient par la division cellulaire. Les virus se multiplient à l'intérieur des cellules vivantes. Certains champignons microscopiques comme les levures se multiplient par bourgeonnement et d'autres comme les moisissures se multiplient par sporulation. Donc, les micro-organismes se caractérisent par la multiplication rapide. La deuxième propriété pathologique des micro-organismes, c'est la toxémie. Pour mieux comprendre cette propriété, on prend un exemple d'une bactérie appelée bacille tétanique. C'est une bactérie qui se trouve dans le sol sous forme de spore. Elle est anaérobie car elle n'aime pas l'oxygène. À la suite d'une blessure avec un objet souillé de ces spores tétaniques, ces microbes se multiplient au fond de la plaie et agissent sur le système nerveux. Pour comprendre comment agit le bacille tétanique, on propose les expériences suivantes. Dans la première expérience, on injecte une solution contenant des bacilles tétaniques au groupe 1 des souris. On obtient comme résultat l'apparition des symptômes de tétanos puis la mort des souris. On conclut donc que les bacilles tétaniques
ce sont des bactéries qui sont mortelles. Dans la deuxième expérience, avant d'injection, après avoir bouillé la solution contenant des bacilles tétaniques, on filtre cette solution et on injecte seulement le liquide filtré au groupe 2 des souris. On obtient comme résultat la mort des souris après l'apparition des symptômes de tétanos. On conclut donc que la solution injectée contient des substances toxiques appelées toxines. Dans la troisième expérience, on injecte seulement l'eau distillée et stérilisée au groupe 3 des souris. On constate que les souris restent vivantes. Donc, le danger de la prolifération des bactéries dans les tissus se limite dans la fabrication de substances toxiques appelées toxines, qui agissent sur le fonctionnement du système nerveux et sur le système musculaire. Elle entraîne la solidification des muscles cardiaques et respiratoires et la mort par asphyxie. La troisième propriété pathologique, c'est la présence de la capsule. On prend l'exemple d'une bactérie appelée diplocoque qui entraîne la maladie de la pneumonie. Cette bactérie se trouve dans la nature sous deux formes, diplocoque avec capsule et diplocoque sans capsule. Pour connaître la virulence de la capsule, Griffith a réalisé les expériences suivantes. Dans l'expérience 1, il injecte une solution contenant des diplocoques avec capsule à des souris groupe 1. Il constata la mort des souris après l'apparition des symptômes de la maladie. Dans la deuxième expérience, il injecta la solution contenant des diplocoques sans capsule. Il constata les souris restent vivantes. Alors, l'élément responsable de la maladie, c'est la capsule, bien sûr. Il protège les diplocoques ou bien il protège la bactérie du système immunitaire. La quatrième propriété pathologique, c'est la prolifération rapide à l'intérieur des cellules vivantes chez les virus. On a déjà expliqué cette propriété. Donc, en conclusion, le pouvoir pathogène de certains micro-organismes réside dans la multiplication rapide chez tous les micro-organismes, la sécrétion de toxines chez certaines bactéries comme le bacille tétanique et la diphtérie, la présence d'une capsule qui les protège du système immunitaire chez certaines bactéries comme les diplocoques, la prolifération rapide à l'intérieur des cellules vivantes chez les virus, leur forme de petite taille, quelques micromètres, et l'évolution rapide, car les microbes changent de forme et de propriétés biologiques rapidement avec le temps.